Tu joues encore avec de la farine pendant que ta sœur dirige une vraie entreprise, a ri maman alors que toute la table se joignait à elle. Tu nous supplieras bientôt de payer ton loyer, a ricané papa. Ils ne savaient pas que j'avais discrètement acheté leur maison, et le bureau de ma sœur, il y a 3 ans. Puis le nom du propriétaire est apparu sur l'avis d'expulsion. Et c'était le mien. La farine était encore sous mes ongles quand ma mère a levé son verre de vin et a dit à toute la salle que j'étais la déception de la famille. Pas dans ces termes exacts, bien sûr. Elle était trop raffinée pour cela. Elle a enrobé l'insulte dans un rire comme elle le faisait toujours, de sorte que si quelqu'un le lui reprochait, elle pouvait pencher la tête et dire « Oh, ma chérie, je ne faisais que plaisanter. Je suis Marlo Bridger, j'ai 34 ans. » Et ce samedi après-midi de juin 2025, j'étais assise à une longue table en chêne dans le jardin arrière de la maison où j'ai grandi, écoutant les personnes qui m'ont élevé décrire ma vie comme un mignon petit passe-temps. Ce qui était drôle, ce qui maintenait un petit sourire sur mon visage alors que mes joues brûlaient, c'est qu'aucun d'entre eux ne savait que j'étais celle qui payait les impôts fonciers de ce jardin même depuis 3 ans. Aucun d'entre eux ne savait que le titre de propriété de la maison, le titre de propriété de l'immeuble de bureau où ma sœur Pernelle travaillait en ville. Et le titre de propriété de 2 autres propriétés commerciales dans le même pâté de maisons se trouvaient tous dans un coffre-fort inifugé dans mon appartement, sous le nom d'une société holding dont ils n'avaient jamais entendu parler. Mais je m'emballe. Laissez-moi revenir au matin de la réunion, car c'est ce matin-là que j'ai senti le premier changement dans ma poitrine. Le déclic silencieux d'une serrure qui tourne. Le moment où j'ai compris que je n'allais plus continuer à faire semblant. Je me suis réveillé à 4 heures du matin, ce qui était normal pour moi. La boulangerie ouvrait à 7 heures et le levain devait être façonné et mis à lever, et les brioches à la cannelle avaient besoin de leur deuxième levée. Je vivais dans un petit appartement d'une chambre au-dessus de la boutique sur la rue Linden, un immeuble que j'avais acheté à l'automne 2022 pour 412 000 $ après 2 ans d'économie de chaque centime que je gagnais et après un prêt aux petites entreprises que j'avais remboursé en 18 mois. La boulangerie s'appelait Honey & Art, et la plupart des matins de semaine, la file d'attente s'étendait jusqu'à la porte à 7h15. Ce matin-là, je suis descendu dans mon tablier saupoudré de farine, j'ai allumé les fours et j'ai commencé ma routine. Ma chef boulangère, une femme nommée Constance Yarrow, qui était avec moi depuis que j'ai ouvert en 2019, est arrivée à 5 heures avec 2 grands cafés et la nouvelle que nous avions encore fait l'objet d'un article, cette fois dans un magazine de voyage régional qui nous appelait, et je cite, « La boulangerie la plus discrètement excellente de l'État ». Constance a lu l'article à voix haute pendant que je façonnais des boules de pain de campagne. Et quand elle est arrivée à la partie sur notre réputation, elle a levé les yeux vers moi et a dit, « Tu sais, ta mère va trouver un moyen de ramener ça à Pernelle aujourd'hui. » J'ai ri parce que c'était vrai. Ma mère, Doreen Bridger, avait un don pour rediriger toute la lumière du soleil dans ma direction vers ma sœur aînée. Pernelle avait 37 ans, blonde, la mâchoire acérée, et dirigeait un cabinet de conseil en marketing en ville appelé Bridger Strategy. Elle avait un bureau d'angle au 4e étage d'un immeuble en briques sur l'avenue Walnut. Elle portait des blazers sur mesure et un fourre-tout en cuir qui coûtait plus cher que la plupart de mes factures d'épicerie mensuelles. Et elle avait l'habitude de me décrire en me présentant à ses amis comme sa petite sœur qui fait son truc avec le pain. Le truc du pain, comme si j'avais 9 ans et que je jouais à la dinette dans la cuisine. À 10 heures du matin, la boulangerie était bondée. Nous avions vendu tous nos croissants à 11 heures, ce qui était une bonne journée. Et à midi, j'ai laissé Constance aux commandes, je suis monté en courant, j'ai lavé la farine de mes cheveux sous la douche et j'ai enfilé la seule belle robe que je possédais, une robe portefeuille bleu marine que j'avais achetée spécialement pour des événements comme celui-ci. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai essayé de voir ce qu'il voyait quand il me regardait. Des joues rondes, des cheveux bruns tirés en un chignon bas, des mains douces à cause du beurre mais gercées par le lavage. Je ne ressemblais pas à Pernelle. Je n'ai jamais ressemblé à Pernelle. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 22 minutes. Ils vivaient dans une maison coloniale de 4 chambres sur une rue calme appelée Olilan, dans le genre de quartier où chaque pelouse était de la même nuance de vert et chaque boîte aux lettres était au même angle. Mon père, Donovan Bridger, avait acheté cette maison en 1989 pour 140 000 $, ce qui semblait être une fortune à l'époque. Au moment où je la lui ai rachetée par l'intermédiaire de la société holding au printemps 2022, la valeur marchande était passée à 680 000 $. Il ne savait pas qu'il me la vendait, bien sûr. Il pensait la vendre à un groupe d'investissement immobilier du Delaware qui lui avait offert un généreux contrat de cession-bail. L'arrangement était simple.
lui et ma mère vendraient la propriété, empocheraient une somme d'argent confortable et resteraient dans la maison en tant que locataires, payant un loyer inférieur au marché de 1800 $ par mois. Le groupe d'investissement, avais-je expliqué par l'intermédiaire de mon avocat, était heureux de garder des locataires à long terme en place car cela stabilisait les revenus locatifs sur le papier. Mon père avait pensé qu'il était malin. Ma mère avait été ravie d'avoir soudainement ce qu'elle appelait de l'argent réel ou pour voyager. En réalité, j'avais créé la société holding en 2021 avec l'aide d'un avocat très patient nommé Issef Ketleman. La société s'appelait Linden Hollow Holdings, et pour quiconque la recherchait, c'était une LLC anonyme avec un agent enregistré à Wilmington. Seul Issef, mon comptable et moi savions qui en était réellement le propriétaire. Le loyer que mes parents payaient chaque mois allait sur un compte qui payait les impôts fonciers et l'assurance de leur maison. Tout ce qui restait allait sur un compte d'épargne que je n'avais pas touché une seule fois. Je n'avais pas fait ça par vengeance. C'est du moins ce que je me suis dit pendant 3 ans. Je l'avais fait parce qu'à l'été 2021, j'avais surpris mon père au téléphone avec un agent de refinancement, la voix tremblante, disant qu'il pourrait perdre la maison si les taux d'intérêt grimpaient davantage. J'étais en visite ce week-end-là, soi-disant pour célébrer l'anniversaire de ma mère, et je me tenais dans le couloir avec un plateau de cupcakes quand je l'ai entendu. Il avait l'air effrayé, plus petit que je ne l'avais jamais entendu. Et malgré tout, malgré les années de comparaison et les dîners froids et la façon dont il avait refusé de venir à l'ouverture de ma boulangerie parce que, comme il l'a dit, il avait une partie de golf de prévue, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il perde la maison où j'ai grandi. Alors, je l'ai résolu discrètement, sans le dire à personne. J'ai garé ma voiture au bout de l'allée derrière une rangée de berlines de luxe et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Le jardin était déjà plein de parents. J'ai vu ma tante Marble, mon cousin Forestier et sa femme, mon oncle Gable avec sa nouvelle petite amie, et à la tête de la longue table sur la terrasse, ma mère dans une robe en lin de couleur crème, riant avec Pernelle, qui portait un chemisier en soie de la couleur du champagne. Ma mère m'a vu la première. Son sourire a vacillé une demi-seconde, comme il le faisait toujours, comme une bougie qui attrape un courant d'air. Puis elle a ouvert grand les bras et a crié, « La voilà, notre petite boulangère. Viens faire un câlin à maman. » J'ai traversé la pelouse avec un plateau couvert dans les mains. J'avais apporté 3 douzaines de pâtisseries de la boulangerie ce matin-là, un mélange de croissants aux amandes, de danoises à la framboise et du gâteau à l'huile d'olive et au citron qui avait été mentionné dans le magazine. Je ne les avais pas apportés pour impressionner qui que ce soit. Je les avais apportés parce que c'est ce que font les boulangers. Nous nourrissons les gens. C'est le seul langage que certains d'entre nous connaissent. Ma mère a embrassé l'air à côté de mes 2 joues. Elle n'a pas regardé le plateau. Elle s'est tournée vers la table et a dit, « Tout le monde. » Marlo a apporté ses petites collations. N'est-ce pas adorable? Vous pourrez tous en goûter après le dessert. Pernelle a levé les yeux de son téléphone et m'a fait un petit signe de la main. Son mari, un capital risqueur nommé Royston, n'a pas levé les yeux du tout. J'ai posé le plateau sur la table d'appoint à côté du pichet de thé glacé. Je me suis versé un verre. J'ai pris ma place au bout de la table, entre ma tante et une chaise vide, et j'ai attendu. Je ne savais pas encore que dans les 2 heures, ma mère dirait la phrase qui a tout terminé. Je savais seulement que la serrure dans ma poitrine avait cliqué et que j'étais enfin, après 34 ans, prête à arrêter de faire semblant de ne pas les entendre. Les apéritifs sont sortis à 13h30. Mon oncle Gable en était déjà à son 2e whisky, et mon cousin Forestier racontait une longue histoire sur un voyage de chasse dans le Montana qui ne semblait intéresser personne à table. J'ai picoré dans une assiette de bruschetta et j'ai écouté. J'avais appris il y a longtemps qu'écouter était la chose la plus sûre que je pouvais faire lors des réunions de famille. Si je parlais, on me corrigeait. Si je restais silencieuse, on m'ignorait, ce qui était au moins paisible. Pernelle tenait le haut du pavé à l'autre bout de la table. Elle parlait d'un client qu'elle venait de décrocher, une chaîne d'épicerie régionale qui voulait rebaptiser ses produits de marque privée. Elle utilisait des mots comme synergie et architecture de marque et point de contact avec le consommateur. Ma mère hochait la tête comme si elle comprenait chaque mot, intervenant occasionnellement pour dire des choses comme « Eh bien, c'est tout simplement brillant, ma chérie. Tu as toujours eu une telle vision. » Mon père était assis à la tête de la table dans un polo de golf crème qui tendait un peu sur son ventre. Il avait pris sa retraite de son poste de commercial chez un distributeur pharmaceutique en 2019. Et depuis, il avait rempli son temps avec le golf,
la lecture de thriller et le projet lent et patient de prétendre qu'il n'avait besoin de l'aide de personne. Il m'a regardé une fois pendant le discours de Pernelle, puis a détourné le regard. Il ne m'avait pas demandé comment allait la boulangerie. Il ne m'avait rien demandé depuis 2 ans. Quand le plat principal est arrivé, un jambon glacé et un plateau de légumes rôtis que ma mère avait commandé à un traiteur, la conversation s'est tournée vers l'immobilier. Mon oncle Gable avait récemment acheté un appartement de vacances en Floride, et il était impatient de partager chaque détail. 3 chambres, vue sur l'océan, 280 000 $, ce qu'il appelait une aubaine. Mon père a sifflé d'admiration. Ma mère a dit « Oh, Gable, c'est merveilleux. Tu dois nous emmener là-bas. » Puis mon oncle m'a regardé. C'était un homme gentil à sa manière, le seul des adultes qui se souvenait toujours de mon anniversaire. Il a souri et a dit « Marlo, et toi? As-tu pensé à acheter un petit endroit pour toi? Où tu loues toujours cet appartement au-dessus de la boutique? » La table s'est tue. J'ai senti chaque paire d'yeux se tourner vers moi comme il le faisait toujours lorsque le sujet de mes finances était abordé. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai reposé le verre. J'ai dit « Je vais bien, oncle Gable. » « Merci. » C'est alors que ma mère a ri. C'était un petit rire, juste un petit souffle d'air par le nez, mais il portait. Elle a dit « Oh, ne la mets pas dans l'embarras, Gable. Tu sais, Marlo est encore en train de chercher sa voie. Elle joue encore avec de la farine pendant que sa sœur dirige une vraie entreprise. Nous sommes très fiers d'elle qu'elle essaie. » La table a ri. Pas tous. Pas tante Marble, qui a baissé les yeux sur son assiette, et pas la femme de mon cousin Foresté, qui était nouvelle dans la famille et encore polie. Mais Pernelle a ri. Mon père a gloussé. Mon oncle Gable, Dieu le bénisse, a semblé confus une seconde, puis a eu un petit rire incertain parce qu'il ne voulait pas être le seul à ne pas rire. J'ai senti mon visage devenir chaud. J'ai senti le vieux rétrécissement familier, la sensation de devenir de plus en plus petite jusqu'à ce que je puisse tenir dans une tasse de thé. Je l'avais ressenti 1000 fois dans ce jardin. À ma remise de diplôme du lycée quand ma mère avait dit aux invités que j'avais été accepté dans une université d'État parce que je n'avais été accepté nulle part de mieux. À mon 21e anniversaire quand mon père m'avait donné une carte avec 20 $ dedans et avait donné à Pernelle une voiture d'occasion. Au dîner en 2018 quand j'avais annoncé que je quittais mon travail de bureau pour ouvrir une boulangerie et que ma mère avait dit « Eh bien, au moins tu auras quelque chose sur quoi te rabattre quand ça échouera. » Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, le rétrécissement s'est arrêté à mi-chemin. J'ai levé les yeux. J'ai regardé ma mère dans sa robe en lin crème avec ses ongles parfaitement peints enroulés autour de son verre de vin. J'ai regardé son visage stable, souriant, magnifique. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu honte. Je me sentais curieuse. Je me demandais ce qui se passerait si je restais simplement avec sa cruauté pendant 1 minute au lieu d'essayer de m'en échapper. Mon père, sentant la faiblesse comme il le faisait toujours, s'est penché en avant. Il a pointé sa fourchette vers moi et a dit « Tu sais, ma petite, tu devrais vraiment écouter ta sœur de temps en temps. Elle a construit quelque chose. Tu nous supplieras bientôt pour l'argent du loyer si tu ne deviens pas sérieuse. Cette petite boutique ne va pas te nourrir éternellement. » Pernelle a souri dans son verre de vin. Elle ne m'a pas défendu. Elle ne le faisait jamais. J'ai pris une inspiration. Je l'ai laissé sortir lentement. J'ai dit, la boulangerie se porte bien, en fait. On a parlé de nous dans un magazine cette semaine. Ma mère a agité la main. Oh, ma chérie. Tout le monde se fait remarquer de nos jours. Il y a tellement de ces petits blogs et magazines. Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le résultat net. Pernelle a des clients dans tout le pays. Pernelle a des employés. Pernelle a une marque. Toi, tu as un four et du sucre. Pernelle a finalement parlé. Elle a dit, « Maman, sois gentille. » Puis elle m'a regardé avec cette même pitié qu'elle me témoignait depuis notre enfance. Et elle a dit, « Marlo, en fait, je voulais te parler. Si jamais tu veux une vraie aide en marketing, j'adorerais jeter un œil à ton site web. Il a l'air un peu, tu sais, fait maison. » La table a de nouveau ri. Ma mère a dit, « Oh, ce serait si gentil de ta part, Pernelle. Tu es une si bonne sœur. » J'ai pris ma fourchette. J'ai coupé un morceau de jambon. Je l'ai mâché lentement.
J'ai pensé au titre de propriété dans mon coffre-fort. J'ai pensé au chèque de loyer que mon père avait viré à l'Inden Hollow Holdings le 1er du mois. J'ai pensé au bail que le bureau de ma sœur avait signé en 2023. Le bail qui devait être renouvelé en septembre 2025, dans 3 mois à partir de cet après-midi même. J'ai avalé le jambon. J'ai souri. J'ai dit « Merci, Pernel. C'est très généreux. » La conversation a continué. Mon oncle Gable, désireux d'échapper à la gêne, a commencé à parler d'un nouveau restaurant en ville. Ma mère s'est lancée dans une histoire sur une femme de son club de lecture qui venait de divorcer. Les bouteilles de vin ont circulé. Les assiettes ont été débarrassées. Le dessert est arrivé. Un tiramisu acheté en magasin que ma mère a posé à côté de mon plateau de pâtisserie avec une petite fioriture, comme pour démontrer que son dessert était le vrai et que le mien était l'accompagnement. J'ai regardé ma tante Marble goûter un de mes gâteaux à l'huile d'olive et au citron. Elle a fermé les yeux en prenant la première bouchée. Elle a levé les yeux vers moi et très doucement, si doucement que personne d'autre n'a entendu, elle a dit « Marlo, c'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis des années. » J'ai failli pleurer. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête. À 4 heures de l'après-midi, les parents plus âgés avaient commencé à partir. Mon oncle Gable m'a serré dans ses bras en partant et a dit « Continue comme ça, ma petite. Je suis de tout cœur avec toi. » Ma tante Marble a glissé un billet de $20 plié dans ma paume en partant, comme elle le faisait quand j'étais enfant, et a chuchoté « Apporte-moi un de ces gâteaux la semaine prochaine, je te paierai correctement. » À 5 heures, il ne restait que la famille proche. Ma mère, mon père, Pernel, Roiston et moi, nous étions assis sur la terrasse arrière avec des verres de thé glacé pendant que le personnel du traiteur emballait la nourriture. Ma mère était pompette. Elle devenait toujours méchante quand elle était pompette, d'une manière dont elle ne semblait pas se rendre compte. Ou peut-être qu'elle s'en rendait compte et c'est pour ça qu'elle buvait. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table de la terrasse et elle a dit « Marlo, ma chérie, je m'inquiète pour toi. Vraiment. Tu as 34 ans. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Tu as une petite entreprise que n'importe qui pourrait te fermer demain. Quel est ton plan, ma chérie? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 60 ans, seul avec un tas de farine? » J'ai posé mon verre de thé glacé très soigneusement sur la table. Je l'ai regardé. J'ai dit « Maman, j'ai un plan. J'ai un plan depuis longtemps. Tu ne me l'as juste pas demandé. » Elle a ri. Elle a dit « Oh, dis-nous tout. » Et c'est à ce moment-là que j'ai su. C'est à ce moment-là que j'ai décidé. Pas encore, pas ce soir-là, mais bientôt, très bientôt, ils allaient découvrir exactement quel genre de plan j'avais. Je suis rentré de la réunion en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le son des pneus sur l'asphalte et le bourdonnement de la climatisation. J'ai serré le volant un peu trop fort et quelque part près de la sortie d'autoroute pour la rue Linden, j'ai réalisé que j'avais serré la mâchoire pendant tout le trajet. Je me suis garé derrière la boulangerie et je suis resté assise dans ma voiture quelques minutes avant d'entrer. Les lumières de la cuisine étaient éteintes. Constance avait fermé à 4 heures comme elle le faisait tous les samedis. J'ai franchi la porte arrière, passé les grilles de refroidissement et le robot pâtissier géant que j'avais nommé Bernadette pour des raisons qui n'avaient de sens qu'à 3 heures du matin, et j'ai monté l'escalier étroit menant à mon appartement. L'appartement était petit, un salon, une cuisine, une chambre, une salle de bain. Les murs étaient peints d'une couleur crème douce, et la seule décoration était une photographie encadrée de ma grand-mère, Hattie Bridger, prise en 1962 devant le restaurant qu'elle avait tenu pendant 30 ans dans une petite ville de Pennsylvanie. Hattie était la raison pour laquelle je faisais de la pâtisserie. Hattie était la raison pour laquelle je savais comment plier le beurre dans la pâte et comment lire un levain à l'odeur. Hattie était décédée en 2014. Et elle m'avait laissé une chose dans son testament, un livre de recettes manuscrit et une obligation d'épargne d'une valeur de $9 800. L'obligation a été le capital de départ pour la boulangerie. Je me suis assise sur le canapé. Je n'ai pas allumé la télévision. Je suis juste restée assise et j'ai regardé la photographie de ma grand-mère. J'ai dit à voix haute, « Grand-mère, je crois que je suis sur le point de faire quelque chose que je ne pourrai pas défaire. » Elle n'a pas répondu, bien sûr, mais je l'ai senti là. J'ai senti qu'elle disait, « Eh bien, vas-tu le faire ou vas-tu rester assise sur le canapé à pleurer ?» Je me suis fait une tasse de thé.
Je suis allé au petit bureau que j'avais aménagé dans le coin de ma chambre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au portail de gestion immobilière que ICEF avait mis en place pour moi il y a 3 ans. J'ai parcouru les dossiers. La maison sur Holyland, l'immeuble de bureau sur l'avenue Walnut, les 2 vitrines que j'avais acquises fin 2023, dont l'une était maintenant un magasin de fleurs, et l'autre que je gardais vide pour un locataire que j'aimais bien. J'ai cliqué sur le dossier de Bridge Strategy. Le bail était un bail commercial standard, 3 ans, signé en septembre 2022 par Pernell au nom de sa société. Le loyer était de 3 400 $ par mois, ce qui était en fait inférieur au marché pour cette partie de la ville. Pernell avait négocié âprement pour ce chiffre. Elle en avait été très fière. Elle avait dit à la famille à Noël 2022 qu'elle avait fait une affaire sur l'espace de bureau, que le propriétaire n'avait clairement aucune idée des taux du marché. Le propriétaire, c'était moi. Le bail expirait le 30 septembre 2025. Il y avait une clause qui donnait au locataire le droit de premier refus sur le renouvellement, mais seulement si le locataire donnait un préavis de 90 jours. Cela signifiait que Pernell avait jusqu'au 1er juillet pour notifier qu'elle voulait renouveler. Après cela, le propriétaire, c'est-à-dire l'Inden Hollow Holdings, c'est-à-dire moi, était libre de faire ce que je voulais avec l'immeuble. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai siroté mon thé. J'y ai réfléchi. Pendant 3 ans, je m'étais dit que posséder ces propriétés était une question de sécurité, de m'assurer que mes parents avaient un toit sur la tête, de construire quelque chose tranquillement pour que personne ne puisse me l'enlever. Je ne m'étais pas autorisé à penser à ce que je ferais si ma famille me poussait un jour trop loin. Maintenant, j'y pensais. J'ai ouvert un nouvel email. Je l'ai adressé à ICEF. J'ai écrit, ICEF, j'ai besoin de te parler lundi matin. J'ai des décisions à prendre concernant le portefeuille. S'il te plaît, libère 1 heure. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai bu le reste de mon thé. Je suis allé me coucher. Je n'ai pas bien dormi. J'entendais sans cesse la voix de ma mère. Tu joues encore avec de la farine. Tu joues encore avec de la farine. La phrase avait un rythme, comme une chanson coincée dans ma tête. Je me suis retourné. J'ai regardé le plafond. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais mordu ma langue. J'ai pensé à Noël 2020 quand ma mère avait donné à Pernell un bracelet en diamant et m'avait donné une copie d'un livre de développement personnel sur la recherche de son but. J'ai pensé à mon 30e anniversaire quand mes parents avaient oublié de m'appeler jusqu'à 3 jours plus tard et que ma mère avait dit « Eh bien, tu sais, les choses ont été si chargées avec la planification du mariage de Pernell. » J'ai pensé à combien d'années j'avais été la fille qui ne comptait pas. À 3 heures du matin, j'ai renoncé à dormir. Je suis sorti du lit. Je suis descendu dans la cuisine de la boulangerie, j'ai allumé une seule lumière au-dessus de mon plan de travail et j'ai commencé une fournée de pâte à brioche. Je faisais ça parfois quand je ne pouvais pas dormir. L'acte de mélanger la farine, la levure, le beurre et les œufs était la seule chose qui me calmait. À 5 heures, j'avais 2 plaques de brioche en train de lever dans l'étuve et j'avais pris une décision. Je n'allais pas les expulser. Pas encore. J'allais leur donner une chance, une seule chance. J'allais les asseoir, tous, et j'allais leur dire qui j'étais et ce que j'avais fait. J'allais leur donner une chance de me voir, de s'excuser, d'essayer même un peu d'être la famille que j'avais discrètement protégée pendant 3 ans. S'ils saisissaient la chance, je continuerais à être leur propriétaire. Je continuerais à être le filet de sécurité dont ils ignoraient l'existence. Je les laisserais garder leurs blagues stupides et leurs dîners et leurs réunions, et je sourirais à travers tout cela parce qu'ils auraient au moins essayé. S'ils ne saisissaient pas la chance, eh bien, c'était un plan différent. J'ai appelé ma mère le dimanche matin à 10 heures. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Sa voix était endormie et un peu rauque. Elle a dit « Marlo, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien ?» J'ai dit « Maman, je veux venir dîner samedi prochain. Juste la famille proche. Toi, papa, Pernell, Royston. J'ai quelque chose dont je veux parler. » Elle a dit « Oh, ma chérie, est-ce que tout va bien? Tu as l'air sérieuse. » J'ai dit « Je vais bien. Je veux juste parler. Peux-tu arranger ça? » Elle a fait une pause. Je pouvais l'entendre réfléchir. Puis elle a dit « Eh bien, bien sûr, ma chérie.
Je vais faire un rôti. Viens à 6 heures. J'ai dit, merci, maman. À samedi. J'ai raccroché. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai tremblé un peu. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais peur jusqu'à ce que l'appel soit terminé. Demander un dîner, une conversation, n'aurait pas dû être une chose effrayante, mais dans notre famille, ça l'était. Demander de l'attention était la chose la plus dangereuse que je pouvais faire. Demander à être entendu était une sorte d'intrusion. J'ai passé le reste du dimanche à la boulangerie. Nous étions fermés le dimanche, mais je suis descendu quand même et j'ai fait l'inventaire, nettoyé les fours et réorganisé la chambre froide. Constance est arrivée à midi avec ses 2 enfants qui aimaient jouer par terre avec des tasses à mesurer pendant que nous travaillions. Son aîné, un garçon de 7 ans nommé Wilder, m'a demandé si j'étais triste. J'ai dit, pourquoi, mon chéri? Il a dit, tu as ton visage triste. Les enfants voient tout. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué. Il m'a fait un câlin et un baiser collant sur la joue et est retourné à sa tasse à mesurer. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement et j'ai écrit à la main sur un bloc-notes jaune tout ce que je voulais dire au dîner de samedi. J'ai noté des dates. J'ai noté des montants en dollars. J'ai noté les noms des propriétés. J'ai noté l'année où mon père avait failli perdre la maison et ce que j'avais fait à ce sujet. J'ai écrit jusqu'à minuit. Puis j'ai glissé le bloc-notes dans un dossier. J'ai étiqueté le dossier et dîner et je l'ai mis dans mon sac. Le lundi matin à 9 heures, j'étais assise en face de Youssef Ketleman dans son bureau en ville. Il avait 61 ans, des cheveux argentés et une barbe grise soignée, et il était mon avocat depuis 2020. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a dit, « Marlo, que se passe-t-il » Je lui ai tout raconté. La réunion, les blagues, le commentaire sur la farine, le commentaire sur la mendicité du loyer, la façon dont ma sœur ne m'avait pas défendu, la façon dont mon père avait pointé sa fourchette vers moi. Youssef a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il a enlevé ses lunettes et il a dit, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit, « Samedi, je vais tout leur dire. Je vais leur donner une chance de réparer les choses. S'ils ne le font pas, je veux être prête. » Youssef a hoché la tête. Il a dit, « Prête ? Comment ?» J'ai dit, « Prête à envoyer un avis de non-renouvellement à Bridge Strategy. Prête à délivrer un préavis de 60 jours pour quitter les lieux à mes parents. Prête à en finir. » Youssef m'a regardé un long moment. Puis il a dit, « Très bien, préparons les documents. Nous les garderons dans un tiroir jusqu'à ce que tu dises vas-y. » Je suis sorti de son bureau à 10h30. Le soleil était brillant. La ville était bruyante. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La semaine entre l'appel téléphonique et le dîner a été la plus longue semaine de ma vie. La boulangerie était occupée, ce qui aidait car il n'y avait pas de temps pour s'asseoir et réfléchir. Nous avions une commande de mariage pour 300 mini-tartelettes et une commande de petit déjeuner d'entreprise pour 6 douzaines de scones et un flux constant d'habitués qui nous maintenait en mouvement du lever au coucher du soleil. Je cuisinais. Je servais. Je souriais. Je parlais de tout et de rien avec de vieux messieurs qui venaient pour un café et des étudiants qui venaient pour étudier. J'ai laissé la routine me porter. Mais la nuit, je m'asseyais avec le bloc-notes. Je lisais ce que j'avais écrit. J'ajoutais des choses. Je barrais des choses. Je répétais les phrases dans ma tête en étant allongé dans mon lit. Le jeudi, j'ai reçu un texto de Pernel. Il disait, « Salut, maman a dit que tu voulais faire un dîner de famille samedi. Tout va bien? Tu as besoin de quelque chose ?» J'ai regardé le texto pendant longtemps. C'était la chose la plus attentionnée que ma sœur ait faite depuis des années. J'avais presque envie de croire qu'elle s'en souciait, mais je la connaissais. Je savais que si j'avais dit « Oui, j'ai besoin d'aide », elle aurait dit quelque chose de gentil sur le moment, puis l'aurait oublié le mardi suivant. C'était le schéma, la performance de l'attention sans l'attention réelle. J'ai répondu par texto « Tout va bien, je veux juste parler de quelque chose. » À samedi. Elle a renvoyé un pouce levé. Le vendredi après-midi, j'ai fermé la boulangerie plus tôt. Je suis rentré chez moi. J'ai emballé un petit dossier en cuir avec les documents que Youssef avait préparés, le titre de propriété de la maison sur Holy Land, le bail de Bridge Strategy, un relevé récapitulatif de tous les loyers que mes parents avaient versés à l'Inden Hollow Holdings au cours des 3 dernières années.
totalisant 64 800 $. Une copie du virement bancaire original de 2022 montrant l'achat de la maison à mon père pour 680 000 $. Et dans une enveloppe scellée, l'avis de non-renouvellement non signé pour le bureau de Pernelle et le préavis de 60 jours non signé pour quitter les lieux pour mes parents. Je ne voulais pas utiliser les avis. Je ne le voulais vraiment pas, mais je devais être capable de les mettre sur la table si cela en arrivait là. J'avais besoin que mes mains sachent que l'option existait. Le samedi matin, j'ai cuisiné. J'ai fait un gâteau au chocolat d'après la recette de ma grand-mère. 3 couches, ganache au chocolat, framboise fraîche sur le dessus. C'était le gâteau que j'avais fait pour chaque moment important de ma vie. Ma remise de diplôme du lycée, mon premier jour à l'université, l'ouverture de ma boulangerie, les funérailles de ma grand-mère. Je suis allé chez mes parents à 17h45. Le même trajet, les mêmes 22 minutes, la même rangée de boîtes aux lettres identiques. Je me suis garé dans l'allée. Je suis resté assise dans la voiture un moment, les mains sur le volant. J'ai dit à voix haute, « Tu peux le faire, Marlo. » J'ai pris le gâteau et le dossier en cuir et je suis entré. La maison sentait le rôti de bœuf et le romarin. Ma mère était dans la cuisine, portant un tablier sur un chemisier en soie, remuant la sauce dans une casserole. Elle a levé les yeux quand je suis entré et elle a dit, « Ma chérie, tu as apporté un gâteau. » Oh, c'est si attentionné. Je l'ai posé sur le comptoir. Mon père était dans le salon en train de regarder le golf. Il m'a regardé quand je suis entré et a dit, « Salut, ma petite. » Il ne s'est pas levé. Pernelle et Roiston sont arrivés à 18h15. Pernelle portait un jean, ce qui était inhabituel pour elle lors des dîners de famille. Roiston était sur son téléphone, comme toujours. Il m'a fait un signe de tête sans me regarder et est allé directement au chariot-bar pour se verser un bourbon. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger à 18h30. Le rôti était parfait. La cuisine de ma mère était toujours parfaite. Elle a posé le plat au milieu de la table et a fait toute une histoire sur le temps que ça lui avait pris, même si je savais par des années d'expérience qu'elle avait probablement utilisé une recette de kit repas et un thermomètre à viande numérique. Nous avons fait passer les plats. Mon père a découpé. Ma mère a versé le vin. J'ai bu de l'eau. La conversation de tout et de rien a duré pendant la salade et la soupe. Roiston a parlé d'une start-up que son fonds évaluait. Pernelle a parlé d'une conférence à laquelle elle devait prendre la parole en octobre. Ma mère a parlé de vacances qu'elle et mon père prévoyaient, une croisière en Méditerranée en novembre 2025 qu'elle planifiait depuis 2 ans. J'ai attendu que le plat principal soit dans l'assiette de tout le monde. Puis j'ai posé ma fourchette. Je me suis éclairci la gorge. J'ai dit, j'ai quelque chose dont je veux parler avec vous tous. La table s'est tue. Ma mère a souri du sourire poli qu'elle utilisait quand elle était nerveuse. Elle a dit, bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, je veux vous parler de ma vie. Je veux vous dire ce que j'ai fait ces dernières années parce que je ne pense pas qu'aucun de vous ne le sache vraiment. Pernelle a jeté un coup d'œil à Roiston. Mon père a posé son verre de vin. Le sourire de ma mère a vacillé. J'ai dit, je vais vous demander de simplement écouter jusqu'à ce que j'ai fini. Ensuite, vous pourrez poser des questions ou dire ce que vous voulez. D'accord? Mon père a dit, très bien, ma petite. Que se passe-t-il? Es-tu malade? J'ai dit, non, papa. Je ne suis pas malade. Je vais bien. Je vais mieux que bien, en fait. J'ai pris une inspiration. J'ai pris le dossier en cuir. Je l'ai ouvert sur la table à côté de mon assiette, mais je n'ai encore rien sorti. J'ai dit, la boulangerie est rentable depuis 2020. En 2024, après les dépenses et la paie, j'ai dégagé un peu moins de 220 000 $. L'année d'avant, j'ai dégagé 190 000 $. En 2022, 160 000 $. La boulangerie n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps depuis longtemps. Le sourire de ma mère s'est figé. J'ai dit, j'ai économisé et investi de manière agressive depuis l'ouverture de la boulangerie. J'ai un conseiller financier. J'ai un expert comptable. J'ai un avocat. J'ai constitué un petit portefeuille immobilier. Pernelle a dit, immobilier? Comme si tu possédais ton appartement. J'ai dit, je possède l'immeuble, Pernelle.
Je l'ai acheté en octobre 2022 pour 412 000 $. J'ai remboursé l'hypothèque en 18 mois. Il y a eu un silence. Royston a réellement levé les yeux de son téléphone. J'ai dit, ce n'est pas le seul immeuble que je possède. Mon père a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, en mars 2022, j'ai acheté une autre propriété par l'intermédiaire d'une société holding appelée Linden Hollow Holdings. J'ai payé 680 000 $ pour cela. Je la loue à des locataires à long terme depuis 3 ans. Ma mère a dit, eh bien, c'est merveilleux, Marlo. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? J'ai dit, parce que les locataires, c'est vous, maman. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a dit, je suis désolé. Quoi? J'ai dit, j'ai acheté cette maison, maman. Je l'ai achetée en 2022. Le groupe d'investissement du Delaware qui l'a acheté à papa et ma société holding. Je suis votre propriétaire. Je suis votre propriétaire depuis 3 ans. Mon père a posé sa fourchette. Il a dit, ce n'est pas drôle, Marlo. J'ai dit, ce n'est pas une blague, papa. J'ai le titre de propriété. J'ai les relevés de virement. J'ai les relevés de loyer montrant chaque chèque que tu as écrit à Linden Hollow depuis avril 2022. J'ai ouvert le dossier. J'ai fait glisser le titre de propriété sur la table. Mon père l'a pris. Sa main tremblait un peu. Il a lu le document. Il l'a relu. Il a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Je me suis tourné vers Pernell. J'ai dit, je possède aussi l'immeuble de l'avenue Walnut, celui où Bridger Strategy a son bureau. Je l'ai acheté en août 2022 pour 1,3 million de $. Vous me payez aussi un loyer depuis 3 ans. La bouche de Pernell s'est ouverte. Elle n'a pas parlé. J'ai dit, je ne vous dis pas cela pour vous faire du mal. Je vous le dis parce que je veux que nous soyons honnêtes les uns avec les autres pour une fois dans nos vies. Je porte cette famille en silence depuis 3 ans et le week-end dernier, à la réunion, ma propre mère a dit à une table pleine de parents que je jouais encore avec de la farine. Mon propre père m'a dit que je vous supplierai bientôt pour l'argent du loyer. Et je suis restée assise là et j'ai souri parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai fermé le dossier. J'ai regardé autour de la table. J'ai dit, alors voici ce que je vais demander. Je vais demander à chacun de vous, dans vos propres mots, de me dire ce que vous pensez réellement de moi. Et je vais vous demander d'être honnête parce que, selon ce que vous direz, les choses vont changer. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Le seul son dans la salle à manger était le doux tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir, celle que ma grand-mère, Hattie, avait offerte à mes parents comme cadeau de mariage en 1985. J'avais remonté cette horloge chaque dimanche après-midi depuis l'âge de 10 ans jusqu'à mon départ pour l'université. Ma mère a parlé la première. Son visage était devenu blanc sous son maquillage et ses mains étaient serrées sur ses genoux. Elle a dit, Marlo, je ne comprends pas. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi achèterais-tu notre maison sans nous le dire? J'ai dit, parce qu'à l'été 2021, j'ai entendu papa au téléphone avec un agent de refinancement. Il avait l'air effrayé. Il pensait qu'il allait perdre la maison. Je ne voulais pas que cela vous arrive. Alors, j'ai appelé ICEF et nous avons conclu l'affaire avec la société holding. Papa a eu 680 000 $ en espèces. Vous avez tous les deux pu rester dans la maison. Le loyer a été inférieur au marché tout le temps. J'ai payé les impôts fonciers et l'assurance avec le loyer que vous m'envoyez. Ce qui restait a été placé sur un compte d'épargne. Je n'y ai pas touché un centime. Mon père a dit, tu as acheté ma maison dans mon dos. J'ai dit, papa, tu as vendu ta maison à une société qui t'a offert un bon prix et une cession bail généreuse. Tu as conclu l'affaire. Tu as signé les papiers. Il se trouve que j'étais la personne de l'autre côté. Il a dit, ce n'est pas la même chose, et tu le sais. J'ai dit, je sais. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. Je veux te le dire depuis 3 ans, mais chaque fois que je venais, tu trouvais une nouvelle façon de me rappeler que j'étais la déception de la famille. Alors, je n'ai jamais trouvé le bon moment. Pernell a finalement parlé. Elle a dit, pourquoi as-tu acheté mon immeuble? J'ai dit, parce que le bail était sur le point d'expirer pour quelqu'un d'autre et le courtier a mentionné que Bridger Strategy était l'un des locataires. Je me suis dit, eh bien, si je vais être propriétaire, autant être une bonne propriétaire. Je savais que tu avais négocié un loyer bas.
Je l'ai laissé tel quel. Je ne l'ai jamais augmenté. Je n'ai jamais rien dit. Tu as payé 3400 $ par mois pendant 3 ans pour un espace qui aurait dû te coûter près de 5000. Pernelle a dit, tu es sérieuse. J'ai dit, j'ai les comparables dans le dossier si tu veux les voir. Elle n'a pas demandé à les voir. Elle m'a juste regardé fixement. Puis elle a dit, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? On aurait pu, je ne sais pas. On aurait pu faire quelque chose ensemble. Nous sommes sœurs. J'ai failli rire. Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai failli. J'ai dit, Pernelle, tu n'as rien fait avec moi depuis que j'ai 16 ans. Tu as passé les 20 dernières années à me traiter comme une honte que tu devais tolérer. La dernière fois que tu m'as appelé sans que maman te le dise, c'était en 2019, et c'était pour me demander si je pouvais faire le gâteau pour ta fête de fiançailles à prix coûtant. Son visage a rougi. Royston, assis à côté d'elle, était très immobile. J'ai dit, je n'essaie pas d'être cruel. Je suis juste honnête. Tu m'as demandé pourquoi je ne te l'ai pas dit. La réponse est que tu ne m'as jamais donné de raison de penser que tu t'en soucierais. Ma mère s'est levée. Sa serviette est tombée de ses genoux sur le sol. Elle a dit, je n'en crois pas mes oreilles. C'est une embuscade, Marlo. Tu es venu chez moi, tu t'es assise à ma table, tu as mangé ma nourriture et maintenant tu me dis que tu nous mens depuis 3 ans. J'ai dit, je n'ai pas menti. J'ai été silencieuse. Il y a une différence. Elle a dit, ne joue pas sur les mots avec moi. Tu savais. Chaque fois que tu venais ici, tu savais. Chaque carte d'anniversaire que nous t'envoyions, chaque Noël, chaque Thanksgiving, tu savais. J'ai dit, oui, je savais. Elle a dit, pourquoi nous dis-tu cela maintenant? Qu'est-ce que tu veux de nous? J'ai dit, maman, ce n'est pas la bonne question. Je ne veux rien de vous. Je suis venu ici ce soir parce que je voulais vous donner une chance. Elle a dit, une chance de quoi? J'ai dit, une chance d'être honnête sur ce que vous pensez de moi parce que le week-end dernier, vous avez dit à toute la famille que j'étais une blague. Vous leur avez dit que je jouais encore avec de la farine. Papa m'a dit que je vous supplierais bientôt pour le loyer. Et je veux savoir si vous le croyez vraiment ou si c'était juste quelque chose que vous avez dit parce que c'est ce que vous avez toujours dit et que vous ne pouvez pas vous en empêcher. La pièce est redevenue silencieuse. Mon père a pris son verre de vin. Il l'a vidé. Il l'a reposé. Il a dit, tu nous mets dans une position très difficile, Marlo. J'ai dit, non, papa. Vous vous êtes mis dans une position difficile. Je n'ai pas dit un mot à la réunion. Je suis restée assise là et je vous ai laissé parler comme je l'ai toujours fait. Je suis la seule dans cette pièce qui a été honnête au cours des 6 dernières minutes. Il a dit, ne me fais pas la leçon, jeune fille. J'ai dit, je ne suis pas une jeune fille. J'ai 34 ans. J'ai construit une entreprise qui emploie 5 personnes. Je possède 4 propriétés. J'ai un compte d'épargne à 6 chiffres. Je ne suis pas une enfant et je ne vais plus me faire parler comme telle. Mon père s'est levé. Il a dit, c'est ma maison. J'ai dit, non, papa. Ce n'est pas le cas. Il s'est rassis. C'était la chose la plus cruelle que je lui ai jamais dite. Je l'ai senti au moment où les mots ont quitté ma bouche. J'ai senti leur forme dans l'air, le poids de leur atterrissage sur ses épaules. Il m'a regardé et pour la première fois de ma vie, mon père avait l'air vieux, pas agacé, pas dédaigneux, vieux. J'ai dit, je suis désolé. Ce n'était pas juste. C'est votre maison. Ça a toujours été votre maison. Je n'ai jamais voulu vous enlever ça. Je l'ai acheté pour que vous ne la perdiez pas. Je ne vous ai jamais traité une seule fois comme un locataire. Je n'ai jamais augmenté votre loyer. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette maison en tant que propriétaire. Je n'ai été que votre fille. Ma mère s'est assise lentement. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé son assiette. Il y avait des larmes sur son visage qu'elle ne s'est pas donné la peine d'essuyer. Pernelle a dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai dit, ça dépend de vous tous. Je suis venu ici ce soir pour nous donner une chance de parler honnêtement, de peut-être pour la première fois nous voir tels que nous sommes vraiment. Si vous pouvez faire ça, alors rien n'a à changer. Maman et papa continuent à vivre ici. Pernelle, tu gardes ton bureau. Nous trouvons un moyen d'être une famille.
Royston a parlé pour la première fois. Il a dit, et si nous ne pouvons pas? J'ai dit, alors je fais des choix différents. Il a dit, quel genre de choix? Je l'ai regardé. Je n'avais jamais aimé Royston. Il avait épousé ma sœur en 2020 lors d'un mariage à l'étranger en Italie pour lequel j'avais payé $8000 pour y assister, et il avait passé toute la réception sur son téléphone. Il m'avait dit une fois, lors d'un Thanksgiving en 2021, que l'industrie de la restauration était, et je le cite exactement, une roue de hamster pour les gens qui ne pouvaient pas gérer un vrai travail. J'ai dit, Royston, je ne te dois pas de réponse à cette question. Il a dit, tu viens de menacer l'entreprise de ma femme. J'ai dit, je n'ai menacé personne. J'ai exposé des faits. Pernelle a posé sa main sur son bras. Elle a dit, Roi, s'il te plaît. Il s'est tu. Il a pris son bourbon, a bu. Ma mère a finalement levé les yeux. Son visage était mouillé, mais sa voix était ferme. Elle a dit, Marlo, je ne sais pas quoi dire. J'essaie de comprendre. Vraiment, mais tu dois comprendre, c'est beaucoup. C'est tout ce que je pensais savoir de notre famille renversée en 20 minutes. J'ai dit, maman, je sais. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça, mais j'ai essayé de te dire par petites touches pendant des années que je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Et chaque fois que j'ai essayé, tu as ri de moi ou changé de sujet ou m'as dit d'être plus comme Pernelle. Je devais faire quelque chose d'assez grand pour que tu ne puisses pas détourner le regard. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux de nous, Marlo? Dis-moi. Dis-le-moi simplement. J'ai dit, je veux que vous vous excusiez. Je veux que vous me disiez dans vos propres mots pourquoi vous avez passé les 20 dernières années à me traiter comme la fille inférieure. Je veux que papa me dise pourquoi il n'est jamais venu à l'ouverture de la boulangerie. Je veux que Pernelle me dise pourquoi elle ne m'a jamais, pas une seule fois, défendu dans cette maison, et je veux que vous le pensiez tous. Personne n'a parlé. L'horloge de grand-père a sonné. Le rôti a refroidi. C'est mon père qui a rompu le silence. Finalement, il s'est éclairci la gorge et il a dit, Marlo, je ne sais pas comment m'excuser pour quelque chose que je ne savais pas que je faisais. J'ai dit, papa, tu savais. Il a dit, je ne savais pas. J'ai dit, en 2019, quand j'ai ouvert la boulangerie, je vous ai envoyé, à toi et à maman, des invitations pour l'inauguration 6 semaines à l'avance. Tu as répondu que tu avais une partie de golf. La partie de golf était un mardi matin à 9h. L'inauguration était un samedi à 10h du matin. Tu n'avais pas de partie de golf. Tu ne voulais juste pas venir. Il a baissé les yeux sur son assiette. J'ai dit, en 2021, quand la boulangerie a été mentionnée dans le journal de la ville pour la première fois, je t'ai envoyé une copie de l'article. Tu ne l'as jamais mentionné. Pas une seule fois. Maman ne l'a jamais mentionné. Pernelle ne l'a jamais mentionné. 3 mois plus tard, quand Pernelle a eu une seule phrase de citation dans une publication professionnelle de marketing, nous avons eu un dîner de célébration chez Capriotti sur Main Street et maman a porté un toast. Pernelle a regardé ses mains. J'ai dit, je n'invente rien. J'ai une liste. Je pourrais passer en revue chaque année, chaque affront, chaque dîner où je me suis assise au bout de la table et je vous ai écouté parler des réalisations de Pernelle alors que vous oubliez de me poser une seule question. Je ne mentionne pas cela pour vous torturer. Je le mentionne parce que tu as dit que tu ne savais pas et je veux que tu saches que tu savais. Mon père a mis son visage dans ses mains. Ma mère a dit, Marlo, je pense que nous. Je pense que nous savions. Je pense que nous. Nous pensions juste que tu étais heureuse de faire ton propre truc. Nous ne savions pas que ça te faisait mal. J'ai dit, maman, je te dis que ça me faisait mal depuis toute ma vie. Tu as juste arrêté d'écouter quand j'avais environ 15 ans. Elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 15 ans? J'ai dit, j'avais un projet de foire scientifique. Je suis arrivé 2e sur 200 élèves dans le comté. Je suis rentré à la maison avec le ruban et je te l'ai montré et tu as dit, oh, ma chérie, c'est merveilleux. As-tu entendu que Pernelle a été invitée au bal de rentrée par Trevor Holloway, et tu as passé le reste de la soirée au téléphone avec tante Marble à parler de la robe de Pernelle. Le ruban a fini dans un tiroir de la cuisine. Je l'ai trouvé 3 ans plus tard en cherchant des piles. Ma mère a couvert sa bouche avec sa main. J'ai dit, je ne te dis pas ça pour te faire pleurer. Je te le dis parce que tu as demandé et je ne répondrai qu'une seule fois. Pernelle a dit, Marlo,
je suis tellement désolé. Je l'ai regardée. J'ai dit, pourquoi exactement? Elle a dit, pour tout, pour ne jamais t'avoir défendu, pour avoir suivi maman, pour la blague du magazine le week-end dernier, pour ne pas connaître ma propre sœur. Je suis désolé. Vraiment. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. J'attendais de voir si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire. Mon père a levé la tête. Ses yeux étaient rouges. Il a dit, Marlo, je suis fier de toi. Je suis fier de toi depuis longtemps. Je ne savais juste pas comment le dire. Ta mère a toujours mené la barque dans cette famille et je l'ai laissé faire parce que c'était plus facile. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû venir à l'ouverture. J'aurais dû faire beaucoup de choses. J'ai senti quelque chose se détacher dans ma poitrine. Pas de manière brusque, de manière douce, comme un nœud de pâte qui se détend enfin après un long repos. Ma mère s'est levée. Elle a fait le tour de la table. Elle s'est agenouillée à côté de ma chaise. Elle a pris ma main. Elle a dit, Marlo, j'ai été une mère terrible. J'ai été jalouse de toi. Je pense que tu as toujours été celle qui savait qui elle était. Pernelle et moi, nous avons toujours couru après quelque chose. Toi, tu es simplement qui tu es. Et je pense que toutes ces années, j'ai essayé de te rendre plus petite parce que tu me faisais me sentir plus petite juste en étant toi-même. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. J'ai pleuré. Je n'avais pas l'intention de le faire. J'avais passé toute la semaine à m'entraîner à ne pas pleurer. Mais elle était à genoux sur le sol de sa propre salle à manger, dans un chemisier en soie et un tablier, et elle pleurait et elle me disait qu'elle était désolée et j'ai pleuré. J'ai dit, maman, s'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, assieds-toi. Elle s'est rassise sur sa chaise. Nous sommes tous restés assis là quelques minutes, sans parler, juste en respirant. Puis le téléphone de Royston a vibré. Il l'a regardé. Il a relevé les yeux. Il a dit, Pernelle, nous devrions probablement partir bientôt. Nous avons ce truc à 8 heures. Tout le monde à table l'a regardé. Pernelle a dit, Royston, il n'y a rien à 8 heures. Il a dit, le dîner avec les. Elle a dit, Royston, tais-toi. Il a cligné des yeux. Il a mis son téléphone dans sa poche. Il s'est rassis. C'était la première fois que j'entendais ma sœur dire à son mari de se taire. J'ai failli sourire. Pernelle s'est retournée vers moi. Elle a dit, Marlo, je ne sais pas quoi faire de tout ce que tu viens de nous dire. J'ai besoin de temps. Je ne vais pas prétendre que j'ai tout compris en 20 minutes, mais je veux essayer. Je veux vraiment essayer d'être ta sœur. Pas la version d'une sœur que maman a construite, une vraie sœur. Pouvons-nous faire ça? J'ai dit, j'aimerais ça. Elle a dit, pouvons-nous dîner? Juste nous deux la semaine prochaine, quelque part qui n'est pas la maison de maman. J'ai dit, oui, il y a un restaurant thaïlandais sur la rue Linden, à 2 pâtés de maison de la boulangerie, mardi à 7 heures. Elle a dit, j'y serai. Ma mère a dit, Marlo, et nous? Que pouvons-nous faire? J'ai dit, maman, je ne sais pas encore. Je pense que j'ai besoin de temps aussi. Mais je veux continuer à venir dîner. Je veux continuer à être votre fille. J'ai juste besoin que vous arrêtiez. Les blagues, les comparaisons, les petites piques, j'ai besoin que vous me voyiez vraiment. Si vous pouvez faire ça, nous pouvons continuer. Elle a dit, j'essaierai. Je promets que j'essaierai. J'ai dit, papa. Il a dit, je viendrai à la boulangerie cette semaine. Je veux la voir. Je veux que tu me montres tout. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler pendant un moment. Puis j'ai dit, mercredi à 2 heures, viens par l'arrière. Je te ferai visiter. Il a dit, j'y serai. Nous avons mangé le gâteau au chocolat. Nous n'avons pas beaucoup parlé. La conversation était petite et prudente, comme elle le devient après une tempête. Ma mère m'a posé des questions sur la boulangerie, et je lui ai parlé de Constance et Wilder et de la commande de mariage pour les 300 mini-tartelettes. Elle a vraiment écouté. Elle a posé des questions de suivi. Je ne l'avais pas entendu me poser une question de suivi depuis 20 ans. Je suis parti à 10 heures. Ma mère m'a serré dans ses bras à la porte plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant.
Mon père m'a serré la main, puis m'a attiré dans une étreinte aussi, maladroite et raide. Pernelle m'a embrassé la joue. Royston a hoché la tête. Il n'a pas dit au revoir. Je suis rentré chez moi dans les rues sombres. Je me sentais vide et pleine à la fois. J'avais l'impression d'avoir enfin dit la chose que je retenais depuis 34 ans et que le monde ne s'était pas effondré. J'ai pensé que peut-être ça allait marcher. J'aurais dû savoir mieux. Parce que voici le truc avec les familles comme la mienne. Les excuses sont la partie facile. Le changement est la partie difficile. Et un bon dîner n'efface pas 3 décennies d'habitude. La première fissure est apparue le mardi. Pernelle ne s'est pas présenté au restaurant thaïlandais le mardi. Je me suis assise à une table d'angle près de la fenêtre de 7h à 7h45. J'ai bu un verre d'eau. J'ai lu le menu 3 fois. La serveuse, une jeune femme au visage gentil dont le badge indiquait Elia, n'arrêtait pas de vérifier si tout allait bien avec cette sympathie prudente que les serveuses ont quand quelqu'un s'est fait poser un lapin. À 7h40, j'ai envoyé un texto à Pernelle. « Salut, es-tu en route ?» À 7h50, elle a répondu. « Marlo, je suis tellement désolé. Royston avait un truc, j'ai oublié de te le dire. Pouvons-nous reporter ?» J'ai lu le texto 2 fois. J'ai payé mon eau. J'ai donné un pourboire de $10 à Elia parce qu'elle avait été si gentille. Je suis retourné à la boulangerie. Ce n'est pas l'annulation qui a fait mal. C'est la désinvolture. Royston avait un truc. Comme si les plans imprévus de son mari étaient plus importants que le premier dîner en tête-à-tête avec sa sœur en 20 ans. Comme si elle n'avait pas, 4 jours plus tôt, pleuré à la table du dîner de nos parents et promis d'essayer. Je suis monté dans mon appartement. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis assise sur mon canapé dans le noir et j'y ai pensé. J'ai pensé à comment, dans les jours qui ont suivi le dîner, je m'étais laissé espérer. Je m'étais laissé imaginer une famille différente. J'avais imaginé des dîners du dimanche qui ne se terminaient pas en larmes. J'avais imaginé des appels d'anniversaire. J'avais imaginé une sœur qui se présentait vraiment. Et voilà la réponse. 4 jours. C'est le temps qu'avaient duré les excuses. 4 jours. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté avec ça. Mon père est venu le mercredi. C'était déjà quelque chose. Il est venu à 2h, comme nous en avions convenu. Il est venu par l'arrière, comme je le lui avais dit. Il portait un pantalon kaki et un polo et il avait un sac en papier à la main avec une bouteille de bonne huile d'olive dedans. Il a dit, « J'ai lu que les boulangers aiment la bonne huile d'olive. » Je ne savais pas quoi apporter. J'ai failli pleurer à nouveau, mais je me suis retenu. Je lui ai fait visiter. Je lui ai montré les fours, les étuves, la chambre froide. Je l'ai présenté à Constance, qui lui a serré la main et a dit, « Votre fille est la personne la plus talentueuse pour qui j'ai jamais travaillé. » Mon père a dit, « Je sais. Je commence tout juste à m'en rendre compte. » Il est resté 2 heures. Il a mangé 3 croissants et une part de gâteau à l'huile d'olive. Il m'a posé des questions sur la chaîne d'approvisionnement, la paie, le bail, l'assurance. Il a posé des questions intelligentes. Je me suis souvenu au milieu de sa visite que mon père avait passé 40 ans dans la vente pour un distributeur pharmaceutique. Il en savait beaucoup sur le fonctionnement des entreprises. Il ne m'avait juste jamais posé de questions sur la mienne. Quand il est parti, il m'a de nouveau serré dans ses bras. Il a dit, « Marlo, je suis désolé d'avoir attendu si longtemps. » J'ai dit, « Papa, tu es venu. C'est ce qui compte. » Il a hoché la tête. Il est sorti par la porte arrière. Je l'ai regardé monter dans sa voiture et partir. J'ai pensé, d'accord, 1 sur 3. C'est quelque chose. Ma mère a appelé le jeudi. Elle a dit, « Ma chérie, j'ai pensé à toi toute la semaine. Je veux t'emmener déjeuner. Samedi, juste toi et moi. Où tu veux. » J'ai dit, « D'accord, maman. Il y a un petit café sur la rue Cédar, 12h30. » Elle a dit, « J'y serai. » Elle était là. Elle portait une robe bleu tendre et avait les cheveux détachés, ce qu'elle ne faisait presque jamais. Elle m'a serré dans ses bras à la porte du café et elle a dit, « Je suis contente que tu sois venue, ma chérie. » Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans une banquette. Elle a commandé une salade.
J'ai commandé un sandwich. Nous avons parlé. C'était gênant au début, comme le sont les conversations quand on se parle sans s'écouter depuis 30 ans. Mais elle a essayé. Elle a vraiment essayé. Elle m'a posé des questions sur Constance. Elle m'a posé des questions sur la boulangerie. Elle m'a posé des questions sur mon appartement, mes amis, ma vie. Elle m'a dit à un moment donné qu'elle avait pleuré pendant 2 jours après le dîner. Elle a dit qu'elle n'avait pas pu dormir. Je l'ai presque cru. Puis, à mi-chemin du déjeuner, elle a dit, « Ma chérie, je veux te demander quelque chose et je ne veux pas que tu le prennes mal. » J'ai dit, « D'accord. » Elle a dit, « Ton père et moi avons réfléchi. Maintenant que nous savons pour, tu sais, la maison, nous nous demandions si peut-être nous pourrions parler du loyer. C'est une chose étrange de payer un loyer à sa propre fille. Ça semble. Je ne sais pas. Ça semble bizarre. Pourrions-nous peut-être simplement arrêter de payer ou payer moins? Juste, tu sais, pour reconnaître la relation familiale. J'ai posé mon sandwich. Je l'ai regardé. J'ai dit, « Maman, vous payez $1800 par mois depuis 3 ans. Le loyer du marché pour cette maison est de plus de $3000. Je vous ai subventionné tout ce temps. » Elle a dit, « Eh bien, mais c'est toujours un loyer. Ma chérie, nous sommes tes parents. » J'ai dit, « Maman, tu es au courant de ça depuis une semaine. » Elle a dit, « Je sais, je sais. Je pensais juste, tu sais, la famille, c'est la famille. » J'ai dit, « La famille, c'est la famille, il n'était pas la règle quand je construisais l'entreprise. La famille, c'est la famille, il n'était pas la règle quand papa a refusé de venir à l'ouverture. La famille, c'est la famille, il n'était pas la règle quand vous avez ri de moi à la réunion. Vous ne pouvez pas utiliser la famille, c'est la famille seulement quand ça vous arrange. » Elle a dit, « Marlo, s'il te plaît, ne te fâche pas. » J'ai dit, « Je ne suis pas fâché. Je suis clair. » Elle a dit, « Qu'est-ce que ça veut dire? » J'ai dit, « Ça veut dire que vous pouvez continuer à payer $1800 par mois, ce qui est déjà $1000 en dessous du marché, ou vous pouvez payer le prix du marché, qui est de $3000, ou vous pouvez déménager. Je ne vais pas vous donner un loyer gratuit parce que vous avez passé une semaine à être gentil avec moi. » Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Elle a dit, « C'est une façon cruelle de le dire. » J'ai dit, « Maman, ce qui est cruel, c'est de s'asseoir en face de sa fille pour le premier vrai déjeuner que tu as jamais eu avec elle et de lui demander de l'argent. » Elle a dit, « Je ne demande pas d'argent. » J'ai dit, « Tu me demandes d'arrêter de vous faire payer un loyer. C'est la même chose. » Elle a pris sa serviette. Elle a tamponné ses yeux. Elle a dit, « Je ne sais pas quoi te dire, Marlo. » J'ai dit, « Tu n'as rien à dire. Mange ta salade. » Nous avons fini de déjeuner dans un silence quasi total. Elle a payé l'addition. Elle m'a serré dans ses bras à la porte, plus raidement qu'avant. Elle est partie en voiture. Je suis retourné à la boulangerie. Je suis monté dans mon appartement. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai appelé Youssef. J'ai dit, « Youssef, je pense que nous allons devoir parler des papiers plus tôt que prévu. » Il a dit, « D'accord, passe lundi. » Ce week-end-là, je n'ai eu de nouvelles de personne. Pas de Pernel, pas de ma mère, pas de mon père. Le lundi matin, j'étais assise en face de Youssef. J'ai dit, « Voici ce que je veux faire. Je ne veux pas délivrer un préavis de 60 jours pour la maison. Pas encore. Mon père essaie. Je veux lui donner plus de temps, mais je veux augmenter le loyer au prix du marché, effectif au prochain cycle de facturation. Je veux une lettre de la société de gestion immobilière expliquant l'augmentation, standard, formelle, sans émotion. » Il a hoché la tête. Il a dit, « Et pour Bridger Strategy ?» J'ai dit, « Le renouvellement est dû le 1er juillet. Si Pernel ne donne pas de préavis d'ici là, le bail se termine le 30 septembre. » Il a dit, « Qu'est-ce que tu veux faire? » J'ai dit, « Je veux attendre. Je veux voir si elle donne un préavis. Si elle le fait, nous renouvelons au prix du marché, ce qui est environ 30% plus élevé que ce qu'elle paie maintenant. Si elle ne donne pas de préavis, le bail expire et nous avons une conversation. » Il a dit, « D'accord, nous allons rédiger la lettre pour tes parents et nous attendrons pour Pernel. » Je suis sorti de son bureau. Le ciel était gris. J'ai marché jusqu'à la boulangerie. J'ai cuisiné.
J'ai travaillé. J'ai essayé de ressentir autre chose que de la fatigue. Le mercredi, mon père est de nouveau venu à la boulangerie. Il s'est assis à une petite table près de la fenêtre et a mangé un croissant. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a dit, « Marlo, j'ai entendu ce que ta mère t'a demandé samedi. » J'ai dit, « Ouais. » Il a dit, « Elle n'aurait pas dû faire ça. » Je lui ai dit de ne pas le faire. J'ai dit, « Vraiment ?» Il a dit, « Oui. » Je lui ai dit, j'ai dit, « Doreen, cette fille vient de nous ouvrir toute sa vie. N'ose même pas lui demander un loyer gratuit. » Et elle a dit, « Eh bien, elle a l'argent. Quel est le mal ?» Et j'ai dit, « Le mal, c'est qu'elle pensera que nous nous sommes réconciliés avec elle seulement pour l'argent. » Et elle a dit, « C'est ridicule. » J'ai dit, « Papa, était-ce ridicule ?» Il a dit, « Marlo, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ta mère la plupart du temps. Je ne vais pas te mentir. Je pense qu'elle a de bonnes intentions. Mais je pense aussi qu'elle te voit comme le plan de sauvetage familial maintenant et ce n'est pas juste. » J'ai dit, « Non, papa. Ce n'est pas juste. » Il a dit, « Je veux juste que tu saches que je ne suis pas de son côté sur ce coup. Je paierai le loyer plus élevé si tu l'augmentes. Je préférerais payer le loyer plutôt que de te perdre. » J'ai dit, « Papa, tu ne vas pas me perdre. » Il a hoché la tête. Il a fini son croissant. Il est parti. Le même après-midi, Pernelle m'a enfin envoyé un texto. Elle a dit, « Salut, encore désolé pour mardi. Pouvons-nous réessayer vendredi ?» J'ai répondu, « Pernelle, je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas la force en ce moment. Essayons dans un mois. » Elle n'a pas répondu. Une semaine plus tard, un lundi matin, j'ai envoyé la lettre d'augmentation de loyer à mes parents de la part de la société de gestion immobilière. Standard, formel, sans émotion, 3 000 $ par mois, à compter du 1er août. Ma mère m'a appelé dans l'heure. Elle a dit, « Marlo, c'est quoi ces 3 000 $ par mois ?» J'ai dit, « Maman, c'est le prix du marché. » Elle a dit, « Tu ne peux pas nous faire ça. » J'ai dit, « Maman, je peux et je le fais. » Elle a raccroché. Le 1er juillet est arrivé. Pernelle n'a pas donné de préavis de renouvellement pour le bail du bureau. J'ai appelé ISEF. J'ai dit, « Envoie l'avis de non-renouvellement et commence à rédiger les papiers d'expulsion pour mes parents. » L'avis de non-renouvellement a été envoyé par courrier recommandé le 2 juillet 2025. C'était une seule page sur papier à en-tête signée par ISEF au nom de l'Inden Hollow Holdings. Il informait Bridge Strategy LLC que le bail commercial à l'adresse de l'avenue Walnut expirerait le 30 septembre et ne serait pas renouvelé. Le locataire avait 90 jours pour quitter les lieux. Pernelle m'a appelé à 11h30 ce même matin. J'étais dans la cuisine en train de mélanger une pâte pour des brioches à la cardamome. Constance a répondu au téléphone. Elle a mis sa main sur le récepteur et elle a dit, « Marlo, c'est ta sœur et elle a l'air sur le point d'exploser. » J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. J'ai pris le téléphone. Je suis allé dans le bureau arrière. Pernelle a dit, « Marlo, c'est quoi ce bordel ?» J'ai dit, « Qu'est-ce que quoi ?» Elle a dit, « Ne joue pas à l'idiote avec moi. Je viens de recevoir une enveloppe de ton avocat, un avis de non-renouvellement. Est-ce que tu me fous dehors de mon bureau ?» J'ai dit, « Ton bail se termine le 30 septembre. J'exerce mes droits en tant que propriétaire. » Elle a dit, « Marlo, c'est de la folie. Tout ça pour un dîner manqué. Tu fais exploser mon entreprise pour un dîner manqué. » J'ai dit, « Pernelle, ce n'est pas pour un dîner manqué. C'est pour 20 ans. » Elle a dit, « Tu as dit que tu voulais essayer. Tu as dit que nous pouvions être des sœurs. » J'ai dit que j'aimerais ça. Puis tu as annulé 40 minutes avant notre dîner parce que ton mari avait un truc. Puis tu ne m'as pas envoyé de texto pendant 9 jours. Puis tu m'as envoyé un texto d'une ligne et tu n'as jamais donné suite. Pernelle, tu n'as pas essayé. Tu as dit que tu le ferais et puis tu ne l'as pas fait. Elle a dit, j'étais occupée. J'ai une entreprise à gérer. J'ai dit, je sais que tu en as une. Moi aussi. La différence, c'est que quand je t'ai dit que la mienne comptait, tu as ri de moi. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, Marlo, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai des employés. J'ai des clients. J'ai 1 an de contrat déjà signé pour cet endroit. J'ai dit, Pernelle, tu as 90 jours.
C'est assez de temps pour trouver un nouveau bureau. Il y a 2 espaces commerciaux à louer à moins de 3 pâtés de maison du tien. J'ai demandé à mon courtier de faire des comparaisons la semaine dernière. Je peux t'envoyer la liste. Elle a dit, tu as demandé à un courtier de faire des comparaisons. Tu as planifié ça? J'ai dit, je planifie tout. C'est pourquoi je ne suis pas la déception de la famille. J'ai raccroché. Ma main tremblait. Je n'avais jamais parlé à ma sœur de cette façon de ma vie. Je me sentais mal. Je ressentais aussi, quelque part sous ce sentiment de malaise, une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je suis retourné à la cuisine. J'ai fini les brioches à la cardamome. J'ai travaillé pendant le déjeuner. À 3 heures de l'après-midi, ma mère s'est présentée à la boulangerie. Elle est entrée par la porte d'entrée. Elle portait la même robe bleue qu'elle avait portée à notre déjeuner. Ses cheveux étaient de nouveau détachés. Son visage était bouffi par les pleurs. Les clients aux petites tables l'ont regardé, puis ont baissé les yeux sur leur café. Constance l'a vu, m'a regardé, j'ai hoché la tête et Constance l'a conduite à travers la cuisine jusqu'au bureau arrière. Ma mère s'est tenue dans l'embrasure de la porte du bureau. Elle a dit, « Marlo, s'il te plaît, nous devons parler. » J'ai dit, « Assieds-toi, maman. » Elle s'est assise sur la petite chaise en face de mon bureau. Elle a posé son sac à main sur ses genoux. Elle le tenait comme si c'était un enfant. Elle a dit, « Pernelle m'a appelé à propos du bureau. Marlo, c'est allé trop loin. » J'ai dit, « Maman, ce n'est pas allé assez loin. » Elle a dit, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai dit, « Ça veut dire que j'ai passé ma vie à être plus petite que je ne le suis parce que ça vous mettait tous plus à l'aise et j'en ai fini. » Elle a dit, « Ma chérie, je me suis excusée. J'ai dit que j'étais désolée. Je t'ai dit que j'essaierais. J'ai dit, « Maman, tu es venue déjeuner et tu m'as demandé un loyer gratuit. » Elle a dit, « C'était une erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. Je le vois maintenant. » J'ai dit, « Est-ce que tu le vois ou est-ce que papa t'a dit que c'était une erreur et tu répètes maintenant ce qu'il a dit parce que Pernelle a reçu une lettre de mon avocat ?» Elle n'a pas répondu. J'ai dit, « Maman, voici ce que je vais faire. Je vais augmenter le loyer de la maison au prix du marché. Toi et papa pouvez le payer ou vous pouvez déménager. Si vous le payez, je continuerai à être votre propriétaire et je ne vous dérangerai pas et vous ne me dérangerez pas à ce sujet. Si vous ne pouvez pas le payer, je vous donnerai un délai raisonnable pour trouver un autre endroit. Je ne vous mets pas à la rue, mais je ne vais plus vous subventionner. » Elle a dit, « Marlo, c'est notre maison. » J'ai dit, « Maman, c'est une maison. Un foyer, c'est autre chose. Le foyer, ce sont les gens. Tu m'as appris ça. Tu avais l'habitude de le dire. Tu te souviens. » Elle n'a pas répondu. J'ai dit, « Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre fille, mais je ne serai plus votre fille aux anciennes conditions. Les anciennes conditions sont terminées. Si vous voulez une relation avec moi, ce sera à de nouvelles conditions. Et la première nouvelle condition est que vous n'avez plus le droit de me traiter comme une blague. » Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, « Marlo, je ne sais pas comment faire ça. » J'ai dit, « Maman, tu apprends de la même manière que j'ai appris à être ta fille sans me plaindre. Tu apprends. » Elle a essuyé ses yeux. Elle s'est levée. Elle a dit, « Je t'aime, Marlo. » J'ai dit, « Je sais, maman. Je t'aime aussi. » Elle est partie. Je suis resté assise à mon bureau pendant longtemps. Je n'ai pas bougé. Constance a frappé à la porte à 4h30 et a dit, « Eh, ça va ?» J'ai dit, « Non, mais ça ira. » Le lendemain matin, l'avis d'expulsion est parti. 60 jours, effet immédiat. Envoyé par courrier recommandé, signé par ICEF sur papier à en-tête de l'Inden Hollow Holdings. Je ne voulais pas l'envoyer. Je suis resté avec le brouillon pendant 2 jours. Je l'ai lu 3 fois. J'ai appelé ICEF et j'ai dit, « Es-tu sûr que je devrais faire ça ?» Il a dit, « Marlo, je ne peux pas te dire quoi faire. Je peux seulement te dire quelles sont tes options. L'avis te donne de la flexibilité. Tu peux l'annuler à tout moment dans les 60 jours si tes parents viennent à la table avec une vraie conversation. L'envoyer n'est pas la fin. C'est un signal d'alarme. » J'ai dit, « D'accord, envoie-le. » Il l'a envoyé. Mon père m'a appelé à 8h du matin le jour où ils l'ont reçu.
J'étais en train d'étaler de la pâte à croissant. J'ai décroché le téléphone et je suis sorti sur le quai de chargement arrière. Il a dit, Marlowe, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, papa, c'est un avis. Vous avez 60 jours pour quitter les lieux ou pour me proposer un nouvel arrangement. Il a dit, pourquoi ne m'as-tu pas appelé d'abord? J'ai dit, parce que chaque fois que j'ai essayé d'avoir une vraie conversation avec cette famille, quelqu'un la transforme en blague. Il a dit, Marlowe, écoute-moi. Je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas Pernelle. Je paierai le loyer plus élevé. Je te l'ai dit. Pourquoi me punis-tu avec ça? J'ai dit, papa, je ne te punis pas. Je suis clair. Maman m'a dit la semaine dernière qu'elle ne pouvait pas le payer. Elle m'a dit au téléphone que je ne pouvais pas lui faire ça. Alors, j'ai dû le rendre réel. J'ai dû faire en sorte que la conversation cesse d'être théorique. Il a dit, Marlowe, ta mère dit des choses. Elle ne les pense pas toujours. J'ai dit, papa, elle les a pensées toute ma vie. Il a dit, juste. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Puis il a dit, puis-je passer aujourd'hui? J'ai dit, viens à 2 heures. Il est venu à 2 heures. Il était seul. Il s'est assis à la même table près de la fenêtre. Il a bu du café. Il avait l'air plus vieux qu'il y a un mois. Il a dit, Marlowe, je vais m'en occuper. Je vais parler à ta mère. Je vais lui faire comprendre. Je paierai le loyer au prix du marché. J'ai les économies. Nous avons vendu la maison pour 680 000 $. Tu te souviens, nous ne l'avons pas dépensé. C'est à la banque depuis 3 ans. Nous pouvons payer le loyer que tu veux. J'ai juste besoin que tu me donnes un peu de temps pour la convaincre. J'ai dit, papa, tu as 60 jours. Il a dit, c'est assez. C'est plus qu'assez. Il a pris ma main sur la table. Il a dit, Marlowe, je suis désolé pour tout. J'aurais dû venir à ton ouverture. J'aurais dû t'appeler quand l'article est sorti. J'aurais dû te serrer plus souvent dans mes bras. Je ne sais pas comment défaire ça, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. J'ai tenu sa main. Je n'ai pas pleuré. J'avais assez pleuré. J'ai dit, papa, je te vois aussi. Il est parti. 2 jours plus tard, le 8 juillet, j'ai reçu un appel d'un journaliste du journal régional. Quelqu'un les avait prévenus. Il y avait une histoire en préparation, a dit le journaliste, sur une jeune femme qui a discrètement racheté l'immobilier de sa famille et les a ensuite expulsés après qu'il se soit moqué d'elle lors d'une réunion de famille. Il m'a demandé si je voulais commenter. J'ai dit aucun commentaire. J'ai raccroché. Je savais exactement qui avait appelé le journaliste. C'était Pernelle. L'histoire a été publiée le 11 juillet 2025 dans l'édition du dimanche. C'était à la page 3 de la section locale. Le titre était Une querelle de famille sur la farine et l'immobilier. Et l'article contenait des citations d'un membre de la famille anonyme qui me décrivait comme une personne vindicative qui utilisait l'argent pour régler des comptes personnels. Il y avait une citation sur le fait que mes parents étaient sur le point de perdre leur maison de 40 ans. Il y avait une citation sur le fait qu'une petite entreprise de marketing de 12 employés était forcée de quitter son bureau parce que le propriétaire de l'immeuble avait une rancune personnelle contre la fondatrice. Le journaliste m'avait contacté 5 fois. ICF avait répondu par une brève déclaration. La déclaration disait, l'Inden Hollow Holdings ne commente pas les questions relatives aux locataires. Toutes les mesures prises sont conformes aux droits du propriétaire et aux termes du bail applicable ainsi qu'à la loi locale. L'article a essayé de me faire passer pour une méchante, et pendant environ 48 heures dans notre petite ville, ça a marché. La boulangerie a reçu 3 avis négatifs en ligne de compte qui n'y étaient jamais allés. Quelqu'un a laissé un mot sur la porte qui disait « Honte à vous ». Constance l'a trouvé en arrivant le lundi matin. Elle me l'a montré et elle a dit « Tu veux que je le jette ou tu veux le garder ?» J'ai dit « Jette-le ». Elle l'a jeté. Puis le mardi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma tante Marble m'a appelé. Elle a dit « Marlowe, ma chérie, j'ai lu l'article. Est-ce que ça va ?» J'ai dit « Tante Marble, je vais bien. Je n'ai pas fait ce qu'ils ont dit que j'ai fait. » Elle a dit « Je sais que tu ne l'as pas fait. Je connais ta sœur. Je connais ta mère. Je les connais depuis toute ma vie.
Je veux que tu saches que je suis de ton côté et j'appelle tout le monde dans la famille pour rétablir la vérité. J'ai dit, tu n'as pas à faire ça. Elle a dit, oh, ma chérie, si. Quelqu'un doit le faire. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Ma tante a raconté à tous les parents comment j'avais sauvé la maison de mes parents et exposé le mauvais comportement de Pernelle. Les parents se sont excusés. Pernelle a perdu son bureau et a déménagé. Je me sentais triste au lieu de triomphante. Ma mère s'est excusée et a commencé une thérapie. Mon père a commencé à payer mon loyer de $3000 par mois et m'a dit d'investir l'argent. J'ai loué l'ancien bureau à un jeune architecte pour $4500 par mois. Ma mère et moi avons renoué contact lors d'un déjeuner. Pernelle a envoyé une lettre d'excuse sincère. En décembre 2025, la boulangerie a réalisé un bénéfice de $274 000. Mes parents payaient leur loyer de $3000 par mois. Pernelle et moi avons échangé des lettres honnêtes. Je n'ai pas parlé à Royston. Ma famille m'a soutenu et je suis devenue la marraine du bébé de mon cousin. J'ai aussi acheté une nouvelle propriété. J'ai appris que la famille se choisit chaque jour. Je me suis choisi moi-même et j'ai fixé des limites. Certains membres de la famille m'ont choisi en retour et d'autres non. J'ai 34 ans. Je dirige une boulangerie. Je possède 4 immeubles. J'ai un compte d'épargne qui me permettrait de prendre ma retraite dans 15 ans si je le voulais, ce que je ne veux pas car j'aime ce que je fais. J'ai un chat maintenant, un petit chat de gouttière gris nommé Biscuit, qui dort sur mon oreiller et me suit partout dans l'appartement comme un chien. J'ai des amis. J'ai une vie. J'ai de nouveau une famille, à des conditions différentes. La chose la plus importante que j'ai apprise au cours des 6 derniers mois est la suivante, les limites ne sont pas une punition. Les limites ne sont pas une vengeance. Les limites sont la façon de dire aux gens qui vous aiment ce qui est vrai à votre sujet. S'ils peuvent aimer votre vrai vous, ils restent. S'ils ne le peuvent pas, ils partent. Dans tous les cas, vous pouvez arrêter de faire semblant. Je ne joue pas avec de la farine. Je construis une vie à partir de la farine. Il y a une différence. Et quiconque ne peut pas voir la différence ne mérite pas une place à ma table. Si vous regardez ceci et que vous avez passé votre vie à être la déception de la famille ou le silencieux ou celui à qui personne ne posait de questions au dîner, je veux que vous m'entendiez dire ceci, vous n'êtes pas ce qu'ils vous ont dit. Vous n'êtes pas la blague qu'ils ont faite. Vous n'êtes pas la chute. Vous êtes la personne qui a été assise au bout de la table tout le temps, à écouter, à regarder, à apprendre. Et un jour, quand vous serez prêt, vous pourrez vous lever et dire, voici qui je suis vraiment. Et les gens qui vous méritent resteront. Et les gens qui ne vous méritent pas ne resteront pas et c'est bien comme ça. C'est plus que bien. C'est tout l'intérêt. Je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Je ne sais pas si Pernelle et moi deviendrons de vraies sœurs. Je ne sais pas si ma mère continuera à faire le travail. Je ne sais pas si je tomberai amoureuse ou si je resterai seule ou si j'ouvrirai une deuxième boulangerie ou si j'achèterai un 10e immeuble. Je n'en sais rien. Mais je sais que je n'ai plus peur. Et ça, plus que toute autre chose, c'est ce que la farine a construit. Merci de m'avoir suivi à travers cette histoire. Si une partie de celle-ci vous a touché ou vous a rappelé quelqu'un dans votre propre vie, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent vous trouver. Et si vous avez votre propre histoire sur la famille, sur les limites, sur le moment où vous vous êtes enfin défendu, j'adorerais la lire dans les commentaires. Nous sommes tous assis au bout de la table de quelqu'un. Le moins que nous puissions faire est de garder une place pour l'autre.